Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Fidèle aux éditeurs et auditrices, par rapport à nos constantes, c'est la promotion de la relation France-Maroc et la coopération Sud-Sud et surtout valoriser les Marocains résidant à l'étranger avec des débats et avec des propositions pour leur promotion, et c'est la promotion qui nous tient à cœur, et c'est pourquoi ce jour on va en débattre encore une deuxième fois sur un dossier d'actualité, le dossier de l'immigration et la migration au Maroc. قبل كل شيء سيداتي أواني سادتي أود أن أتوجه لجميع المسلمين والمسلمات بكامل التحية الخالصة والصادقة بمناسبة العيد الأضحى المبارك. عيد سعيد لجميع الأمة الإسلامية خاصة المغربية والجالية العربية المسلمة بفرنسا. Nous sommes en direct avec Monsieur Abdelkrim Belgendouz, un chercheur spécialiste dans le dossier de l'immigration. Bonjour, Monsieur Abdelkrim. Bonjour. Mubarak Saïd, je souhaite également à tous nos auditrices et aux auditeurs musulmans d'Arc-en-ciel. Eid Mubarak, vous avez fêté Eid al-Adha, la grande fête le samedi et dimanche. Aujourd'hui au Maroc, c'est le dimanche et le lundi. Parfait. Comme vous le savez, donc l'émission de ce jour, c'est une émission qui rentre dans le cadre de la suite de nos efforts pour la promotion des Marocains résidant à l'étranger sur un débat de fond. Récemment, on a fait une émission sur le dossier de la migration et l'immigration. Oui. Avec l'ancien secrétaire général du ministère chargé de la communauté marocaine résidente à l'étranger et de la migration, et aussi avec monsieur Marcel Amieto, qui n'est que le secrétaire général d'un syndicat des travailleurs étrangers au Maroc. Ce jour, oui. Sibel Gendouz, nous souhaitons encore, afin de travailler sur un dossier d'actualité, un dossier qui touche, oui. J'ose dire, un quart de la population marocaine qui réside à l'étranger, un poids lourd en termes économiques, sociaux et aussi d'image. Gendouz, ma première question, pourriez-vous nous dresser un bilan de la situation actuelle sur le plan juridique et aussi constitutionnel des MRE? Oui, je pense que le débat que vous avez ouvert sur les Marocains résidant à l'étranger, qui sont de l'ordre à peu près de 5 millions donc de citoyennes et de citoyens marocains à l'étranger, ça fait à peu près entre 13 et 15% donc de la population.
C'est un dossier stratégique par excellence au niveau économique, au niveau de son poids financier, au niveau de la démographie. C'est une population qui a des attentes sur des terrains très divers, non seulement sur le plan administratif, mais il y a des attentes également au plan culturel, au plan éducatif, en matière d'enseignement de la langue arabe et de la langue amazigh. Il y a également des aspects d'ordre sociaux, et puis également des aspects en termes politiques, en termes de droits humains. Et donc la communauté marocaine à l'étranger, d'ailleurs je préfère utiliser au singulier et non pas au pluriel, il y a des profils différents, des situations différentes en fonction de l'âge, en fonction des pays, en fonction également du sexe, mais je préfère utiliser le terme communauté marocaine à l'étranger au singulier parce que la caractéristique générale, au-delà de cette diversité de situations et de profils, il y a l'attachement et l'appartenance au Maroc en tant que tel, ce qui n'enlève rien au fait que, évidemment, les Marocains à l'étranger, certains d'entre eux peuvent être bicitoyens, donc citoyens ici et là-bas. Voilà. Et de ce point de vue, évidemment, il y a eu au plan constitutionnel beaucoup d'avancées, notamment à l'occasion de la Constitution de 2011, où il y a pratiquement 5 articles très importants qui concernent les Marocains résidant à l'étranger. L'article 16, qui garantit la protection de l'identité culturelle, la protection de l'identité nationale, la nécessité de défendre les droits des Marocains résidant à l'étranger à travers les accords bilatéraux, multilatéraux dans les pays d'accueil. Donc ça, c'est l'article 16. L'article 17, qui reconnaît, la démocratie représentative, la possibilité donnée à tous les Marocains résidant à l'étranger de participer à tous les scrutins quels qu'ils soient, que le scrutin soit local, régional ou national. Et s'agissant des Marocains résidant à l'étranger, évidemment, les conditions de réalisation, de concrétisation de ce droit font l'objet d'une loi organique, donc qui concerne la première chambre du Parlement. L'article 18, c'est la démocratie dite participative, en ce sens qu'il y a toute une série de conseils consultatifs, soit qui existaient, soit qui ont été mis en place, et pour lesquels les Marocains résidant à l'étranger ont toute leur place. Il y a également l'article 30, qui concerne en partie, qui reconnaît le droit aux étrangers qui séjournent régulièrement au Maroc, qui leur donne la possibilité de voter aux élections locales, à condition qu'il y ait la réciprocité. Et puis, il y a un article 163 qui concerne le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le CCME, qui a été créé depuis 2007 et qui a été constitutionnalisé en 2011. Voilà donc en gros un peu la situation, si vous voulez, au niveau juridique, et les progrès qui ont été faits. Reste évidemment que ces articles doivent être concrétisés, ils doivent être opérationnalisés sur le terrain. Oui, c'est Belgendouz. Effectivement, donc nous sommes en ligne aussi avec Hamid Chriet qui souhaite vous poser une question concernant ces acquis, j'ose dire, constitutionnels et juridiques. Malheureusement, ce qu'on constate, ça commence à prendre un peu de l'âge, toutes ces directives quand même que Sa Majesté a données à travers un certain nombre de discours, mais sur le terrain, rien qui a avancé. Hamid. Oui, bonjour, je salue nos auditeurs et auditrices et une très bonne fête aux Français de confession musulmane sur le territoire et aux musulmans du monde entier. Bonjour Monsieur Belgendouz. Alors, au-delà de ce que vous avez dit, notamment de la mise en œuvre des droits civiques accordés aux Marocains résidant à l'étranger, les MRE, même si moi j'ai publié une analyse en parlant des MCRE, des Marocains citoyens résidant à l'étranger, j'aurais préféré cette appellation. Conformément à la Constitution de 2012, vous avez parlé de l'article 16... 2011,
la Constitution de 2011, l'article 16, 17, 18, 30 et 163, même si vous avez oublié de parler aussi de la gestion ministérielle et institutionnelle des dossiers des MRE, ce qui est important aussi, alors peut-être le CCME, ce qui est fondamental. À votre avis aujourd'hui, de l'avis général et du bilan du CCME, que pouvez-vous aujourd'hui en tirer comme conclusion, notamment du bilan du CCME, après 5 ans d'existence? 7 ans d'existence. 7 ans d'existence, plutôt, oui. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'aspects dans votre question. Moi, j'ai répondu à la question qui m'a été posée, c'est au niveau des acquis constitutionnels. Donc, il y a eu effectivement un progrès. Maintenant, toute constitution ne vaut que par rapport à son application. Là, la question, effectivement, elle se pose au niveau de la mise en œuvre. Là, vous me posez une question précise concernant le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Ce conseil a été mis en place le 21 décembre 2007, le 21 de 2007, à la suite d'un avis consultatif qui avait été demandé à l'époque par Sa Majesté le Roi à l'ancien Conseil consultatif des droits de l'homme, qui est devenu entre-temps le Conseil national des droits de l'homme, et il a été mis en place pour une période transitoire de 4 ans. Alors, il y a 2 missions principales qui sont assignées à ce Conseil. D'abord, c'est un acquis, en ce sens que la communauté marocaine à l'étranger, ou les citoyennes et les citoyens marocains à l'étranger, ça a été une demande très ancienne, et Sa Majesté a répondu positivement dans un discours fondateur, un discours historique du 6 novembre 2005. Alors, il y a 2 fonctions essentielles. Il y a une fonction qui est la fonction consultative, à savoir donner des avis consultatifs au roi concernant les politiques publiques, s'agissant des Marocains résidant à l'étranger, évidemment, et le domaine est très vaste. C'est aussi bien les jeunes que les problèmes de la première génération, que les problèmes de l'investissement, etc. Bon, sur ce point-là, il faut dire que le Conseil n'a émis aucun avis consultatif, aucun, 0, depuis pratiquement 7 ans. L'autre mission, c'est une mission prospective, en ce sens que le Conseil doit étudier l'évolution de la communauté marocaine à l'étranger dans les pays d'accueil, voir l'évolution, les mutations, les transformations qui y a lieu, le changement au niveau de l'environnement sur place, pour permettre aux décideurs au niveau du Maroc de pouvoir anticiper et éventuellement de prendre un certain nombre de décisions. Et donc, de ce point de vue, il aurait dû y avoir un rapport stratégique tous les 2 ans. Or, jusqu'à présent, donc cela fait 7 ans, on aurait dû avoir au moins 3 rapports stratégiques. Il n'y a pour l'instant aucun rapport stratégique. J'ajouterai aussi que, évidemment, dans le cadre de la gouvernance, vous savez, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, il devait y avoir normalement 50 membres. Or, il n'y a eu jusqu'à présent que 37 membres qui ont été nommés. Et puis, au même moment, selon le Daïr lui-même instituant le Conseil, il devait y avoir une assemblée générale chaque année, au mois de novembre. Or, il n'y a eu que l'assemblée générale de lancement qui a eu lieu en juin 2008. Ce qui fait que, depuis ce temps-là, en matière de gouvernance, le CCME n'a tenu aucune assemblée générale qui est très importante. D'une part, parce que ça permet d'étudier, par exemple, le budget, le plan d'activité, de rendre compte des activités qui sont menées. Ça permet aux membres également de dialoguer, de demander un certain nombre de comptes, etc. Et puis aussi, ça permet normalement, c'est l'Assemblée générale qui étudie les propositions d'avis consultatifs qui auraient été préparées et qui les discute, qui les adopte ou qui les adopte. Effectivement, donc, en gros, donc pour résumer, sur ce point-là, le Conseil a échoué totalement. Je pense, sauf sur un point, vous me permettez de nuancer un peu, sauf sur un point,
Le Conseil a mené un certain nombre d'activités culturelles, des séminaires, le salon du livre, etc. C'est important, mais comme on dit en arabe, c'est-à-dire l'essentiel n'est pas mené. Alors, justement, ça c'est ce qui est écrit. Justement, maintenant, il y a une mission. Justement, on est dans ce sens-là, parce que simplement, il n'y a pas que le Conseil consultatif, le CCME, hein. Il y a aussi d'autres organisations. Là, je réponds brièvement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Juste une chose. Il y a le Conseil, effectivement, il y a d'autres institutions, il y a un certain nombre de discours royaux quand même qui sont d'une notoriété incontestable et devront être appliqués, et on constate malheureusement aucune application. À qui profite et qui sont les gens qui sont derrière ou les institutions qui sont derrière cet obstacle. Oui, là, voilà. vous soulevez quelque chose d'important. Si on revient, par exemple, depuis le nouveau règne, donc cela fait 15 ans, Sa Majesté a toujours accordé une importance particulière au secteur des Marocains résidant à l'étranger. Depuis le premier discours du trône, hein, et qu'il allait résoudre les problèmes auxquels se heurtent les Marocains résidant à l'étranger, et qu'il allait renforcer les liens qui unissent les Marocains résidant à l'étranger à la mère patrie. Donc, c'est tout un... Et puis, pratiquement à chaque discours royal, il y a eu référence aux Marocains résidant à l'étranger, et à titre symbolique, par exemple, vous savez que chaque 6 novembre, le 6 novembre de chaque année, le Maroc célèbre l'anniversaire de la glorieuse Marche verte, en liaison avec la récupération du Sahara marocain. Et il y a eu, par exemple, 3 discours qui concernent les Marocains résidant à l'étranger. Le jour anniversaire de la Marche verte, c'est le 6 novembre 2005, le 6 novembre 2006, le 6 novembre 2007. Cela veut dire que cette question est mise pratiquement sur le même plan que la question nationale, que la question de l'intégrité territoriale. Et de ce point de vue, il y a eu, avec le nouveau règne, il y a eu un certain nombre d'ouvertures, un certain nombre d'acquis. Les premières années du règne ont été consacrées à une grande opération, ce qu'on pourrait appeler de réconciliation nationale, qui a touché également les Marocains résidant à l'étranger. En ce sens, par exemple, nous avons eu la réforme du Code de la famille, qui concerne également les Marocaines, les citoyennes marocaines à l'étranger. Il y a eu également la réforme du Code de la nationalité, qui permet à la mère de donner, ce qui est tout à fait naturel, de donner la nationalité à ses enfants. Et il y a eu le discours du 6 novembre 2005, donc il y a 9 ans, qui reconnaît la pleine citoyenneté aux Marocains résidant à l'étranger, dans la mesure où Sa Majesté a pris 4 décisions. La première, c'est permettre aux Marocains résidant à l'étranger de pouvoir voter au niveau des législatives à partir de circonscriptions électorales et législatives de l'étranger. La deuxième décision, c'est de leur permettre la représentation au niveau de la Chambre des représentants, des députés. La troisième, c'est permettre aux nouvelles générations qui sont nées à l'étranger et donc qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales à l'intérieur du Maroc, soit parce qu'ils sont nés à l'étranger ou bien ils vivent à l'étranger, de leur permettre également, alors en plus du fait qu'ils peuvent voter comme leurs aînés, comme leurs parents, au niveau des législatives dans les pays d'accueil, Sa Majesté leur a donné la possibilité de pouvoir également voter à toutes les élections qui se passent à l'intérieur du Maroc. Et puis, ça c'est un élément très important qu'on oublie souvent. Ça veut dire qu'au niveau des nouvelles générations, tout en considérant l'ouverture, le fait que les jeunes doivent s'insérer dans les pays d'accueil, s'ouvrir, mais il leur est ouvert la possibilité. Et cette décision, c'est une réponse indirecte à certains gouvernements, comme les gouvernements par exemple néerlandais à l'époque, qui demandaient à ce que le Maroc renonce à la nationalité marocaine des siens à partir de la 3e génération. Et puis la 4e décision, c'est la décision concernant la création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Alors très vite, donc ça c'est une grande avancée. Et il y a eu un satisfecit général, ça a été accueilli favorablement
par toutes les citoyennes et tous les citoyens marocains à l'étranger. Malheureusement, quelques mois après, exactement le 16 juin 2006, le gouvernement qui était en train de préparer les législatives de 2007 et qui était en discussion avec les partis de la majorité de l'époque, il a publié un communiqué, donc en accord avec les partis de la majorité, qui étaient à l'époque l'USFP, l'Istiqlal, le RNI, le Mouvement populaire, l'UC, le PPS, le Mouvement national populaire d'Ahardan et le Mouvement populaire. Ils ont décidé ce qu'on appelle la démarche progressive, la démarche graduelle. Ils ont dit qu'on va commencer uniquement par permettre aux nouvelles générations de pouvoir s'inscrire sur des listes électorales du Maroc pour voter au scrutin interne, et puis en même temps la mise en place. Justement, M. Belgendouz, c'est sur ce point-là, parce que là, il y a en ligne une autre personne que je souhaite vous le faire passer, c'est M. Mathieu Mbarga Abega, un journaliste politique ici en France, qui souhaite poser une question en parallèle, mais juste une question par rapport à ce que vous venez de le dire. Oui. Est-ce que les partis politiques que vous venez de le citer avaient le droit de faire jurisprudence par rapport au discours de Sa Majesté? Vous savez, sur ce point-là, les discours de Sa Majesté, c'est une obligation pour tous les acteurs politiques, parlementaires, sociaux, de les suivre. C'est le chef de l'État. Et d'autant plus que les décisions qu'il avait prises ont été également entérinées en quelque sorte par la Constitution, puisqu'on a parlé des articles au niveau de la Constitution avancée, mais il y a eu des obstacles, il y a eu des freins, et il faut se poser effectivement, vous posez une question intéressante, pourquoi y a-t-il eu des obstacles? Eh bien, je pense qu'à l'heure actuelle, les obstacles y sont de diverses sortes. Il y a une absence de courage au niveau des gouvernements concernés, à savoir de mettre en pratique cet aspect des choses. Deuxième, le gouvernement, c'est depuis plusieurs années, y compris le gouvernement Ben Kiran. Quand il était dans l'opposition, il appuyait la représentation parlementaire des citoyens marocains à l'étranger. Maintenant qu'il est au gouvernement, vous savez par exemple à l'occasion des questions orales, des questions mensuelles qui lui ont été posées au Parlement, aussi bien à la Chambre des représentants qu'à la Chambre des conseillers, il avait répondu à 2 reprises que s'agissant de ce domaine, qu'il y avait des problèmes techniques, des problèmes organisationnels, des problèmes politiques, et puis également que le gouvernement n'était pas le seul, qu'il y avait également l'institution monarchique. Mais pourquoi il se cache derrière l'institution monarchique? Justement, M. Belgendouz, si vous le permettez, on va continuer dans ce débat. Juste on donne la parole à M. Mathieu Mbarga Abega, qui est en ligne depuis un certain temps, qui souhaite vous poser une question au sujet des expatriés français qui se trouvent sur le sol marocain. Oui, vous permettez que je... Rapidement, s'il vous plaît, parce que les 40. Rapidement. Oui, rapidement. Alors, et donc de ce point de vue, et puis dernièrement, en été, c'est exactement à l'occasion du 10 août, qui est la journée nationale de l'émigré marocain, il a prononcé une phrase où il a dit la chose suivante, que les Marocains résidant à l'étranger seront tôt ou tard représentés au niveau du Parlement, mais il a ajouté tout de suite, lorsque les circonstances auront mûri. Cela veut dire que les choses sont remises au calendrier grec. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore mûres. Ça veut dire que les circonstances ne sont pas encore réunies. Or ça, c'est contraire à la Constitution. Et le deuxième blocage qui vient, c'est le blocage dû, à mon sens, moi je ne personnalise pas, je parle au niveau de l'institution, c'est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Pourquoi? Autant, je vous dis, ils n'ont pas réussi au niveau de ce qui était écrit au niveau du Daïr. Autant ils ont réussi dans une autre mission qui n'est pas écrite, à savoir empêcher à tout prix les Marocains résidant à l'étranger de bénéficier de leur citoyenneté intégrale. Et ils ont passé tout le clair de leur temps, pendant maintenant pratiquement 7 ans,
à trouver des prétextes fallacieux pour dire que les Marocains résidant à l'étranger ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que ça entrave l'intégration dans les pays d'accueil, c'est du communautarisme, que les pays d'accueil interdisent l'organisation de ce type d'élection, alors qu'on voit que les Algériens peuvent le faire, que les Tunisiens, par exemple, voilà, ils vont au mois d'octobre réaliser ce type d'élection. Ils disent aussi qu'il n'y a pas de demande, démocratique au niveau des citoyens marocains à l'étranger, etc. Donc, ils ont invoqué toute une série d'arguments pour décourager, pour décrédibiliser cette demande, et ils endossent une entière responsabilité. Parce que d'une part, ils n'ont pas émis d'avis consultatif à Sa Majesté sur ce plan-là, alors qu'ils étaient tenus de le faire. Lorsque Sa Majesté avait nommé le président et à la fois le secrétaire général, il leur a demandé, entre autres, de réfléchir, de lui donner une formule, comment mettre en pratique, comment faire en sorte que les Marocains résidant à l'étranger puissent participer à la vie démocratique, à la vie nationale. Parfait, le message est clair. Mathieu Mbarga Abiga, notre journaliste politique de Paris. Oui, bonjour. Voilà, bonjour à tous et en particulier bonjour docteur Abel Karim Belkadouz, bonjour et merci de nous recevoir et surtout d'accepter notre invitation. Je dois préciser que j'apprécie particulièrement votre franc-parler et vous n'hésitez pas de rappeler les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et tout ça va à votre honneur et autant vous dire bon courage. Ma question, voici docteur, c'est que je suis français et que je veux m'installer au Maroc. Et vous avez commencé à expliquer les démarches ou la démarche à suivre. Et je veux prolonger cette question, bien que il me manque des informations quant à après l'élection, le droit de l'étranger de voter. Mais prolonger cette question, de mon point de vue, veut dire quelle autre disposition pour un Français qui s'installe au Maroc. Il en est de même pour un Africain et l'Africain de l'Afrique noire qui s'installe au Maroc. Je pose cette question précisément parce que le droit, Mohamed, le roi a fait, participe et sensible à la coopération sud-sud. Il y a là deux questions, 2 points à préciser. J'aimerais bien vous entendre sur ces 2 points précisément. Cela fait beaucoup de choses. Alors, brièvement, sur le droit de vote, vous savez par exemple que même lorsque le président Hollande avait fait campagne électorale, et dans le dernier face-à-face avec Sarkozy, il avait cité l'exemple du Maroc, en disant que, par exemple, il avait donné l'exemple du Maroc, comme quoi la constitution marocaine permettait l'exercice du droit de vote aux élections locales, voilà, et que, de ce point de vue, alors que le président Sarkozy était contre. Voilà. Bon. Maintenant, évidemment, le président Hollande n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'il estime que la population n'est pas en faveur, etc., etc. On regrette que, alors qu'il avait la majorité, et notamment également au Sénat, qu'il pouvait le faire, il l'a pas fait. Mais, cela dit, au niveau du Maroc, on peut toujours commencer à l'exercer. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a un certain nombre de pays, par exemple, qui reconnaissaient déjà depuis très longtemps, par exemple la Belgique, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas. Vous pouvez être étranger sans avoir la nationalité de ces pays et bénéficier du droit de vote. Donc, il serait hautement souhaitable que, pour le Maroc, que dès les prochaines élections locales, donc normalement c'est l'année d'après, que ce droit puisse être exercé. Sur les deux autres aspects, le Maroc, vous parlez des étrangers et de la coopération sud-sud dans le domaine migratoire. Pour faire vite, vous savez qu'à l'heure actuelle, le Maroc a, grâce à l'initiative du souverain, le 10 septembre 2013, il y a une nouvelle politique migratoire au Maroc concernant les étrangers au Maroc, une nouvelle politique qui est bâtie essentiellement sur le plein respect des droits humains, le respect des conventions internationales, et donc une nouvelle politique ouverte
et notamment dans le cadre de la solidarité avec les pays, notamment les pays subsahariens, et c'est et puis d'autres pays, et c'est dans ce cadre qu'il y a eu une grande opération de régularisation des irréguliers au plan administratif, des sans-papiers. L'opération de régularisation, elle a débuté le 1er janvier de cette année, elle se terminera donc le 31 décembre. Et l'essentiel, justement, c'est pour permettre aux irréguliers d'être en règle au plan administratif, et puis ce qu'il y est essentiel, évidemment, dans l'objectif qu'ils soient intégrés au niveau économique, au niveau social, en matière d'emploi, oui, en matière d'éducation pour les enfants, c'est une politique nouvelle. Il y a également une mise à niveau sur ce plan-là au niveau des lois. Bon, elle est en cours. Évidemment, à mon sens, il y a une faiblesse au niveau des critères. C'est des critères très draconiens qui ont été utilisés. Une présence de 5 ans. Bon, c'est trop sévère. Et on espère que la commission qui est en train de voir un petit peu les dossiers maintenant, de revoir un petit peu, enfin de revoir ces critères. Et puis également, le Maroc, étant donné les relations historiques avec la France, il y a une communauté française qui est importante. Pour des raisons à la fois économiques, des raisons culturelles. S'il vous plaît, il est 14h48, il me reste une dizaine de minutes pour que l'émission s'achève, et en souhaitant qu'on organise une deuxième émission, si vous le souhaitez bien, sur un dossier de fond du capital immatériel IMRE. On voit partout des définitions données au capital immatériel citées dans le discours de Sa Majesté du trône de cette année. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle vision vous avez par rapport à ce capital immatériel émireux? Bon, moi je pense qu'il y a deux choses. Même si le discours royal n'a pas fait référence explicite aux Marocains résidant à l'étranger, mais on peut, à travers une lecture de ce discours, l'appliquer aux Marocains résidant à l'étranger. Pourquoi? Parce que, vous voyez, très brièvement, même dans l'analyse économique, très souvent, chez certains auteurs, une partie des auteurs, considèrent par exemple l'immigration comme un déplacement de capital humain, que les transferts monétaires sont étudiés également en termes de capital humain. L'acquisition d'une formation professionnelle par les immigrés, l'acquisition d'aptitudes, de compétences, etc., est considérée comme un enrichissement, comme une forme de capital humain. Mais je crois que l'intérêt fondamental, à mon sens, au niveau du discours du trône, le dernier, c'est que Sa Majesté a profité des 15 ans de règne pour entreprendre en quelque sorte une pause introspective, disons un moment de réflexion, pour se poser la question de savoir quelles sont les grandes décisions qui ont réussi depuis le nouveau règne, il faut les continuer, quels sont les éléments où il y a un certain nombre de dysfonctionnements, il faut savoir par exemple quels sont lesquels, et puis comment rectifier les choses. Je pense que cette démarche, d'abord c'est une démarche courageuse, et c'est une démarche également qui incite à la réflexion. C'est un discours provoquant au plan intellectuel et qui est adressé à tout le monde, à tous les citoyens, à tous les acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques. Alors, le secteur des Marocains résidant à l'étranger, il s'y prête parfaitement. Pourquoi? Comme on l'a indiqué tout à l'heure, il y a eu beaucoup de discours où il y a eu des décisions très importantes, mais malheureusement, qui ne sont pas suivies, où il n'y a pas une application. Et pourquoi? Parce qu'on ne suit pas les orientations qui ont été tracées, on soulève un certain nombre d'arguments qui sont fallacieux, par exemple, dire à l'heure actuelle qu'il y a des difficultés matérielles, d'organisation, ou bien les responsables ne savent pas faire, ou bien ils apprennent, ou bien ils voient ce qui se passe au niveau des pays qui le font.
À l'heure actuelle, nous avons une représentation. La France, elle a une représentation au niveau du Sénat, enfin des citoyens des étrangers, également de la première chambre. Oui. Les Italiens, les Portugais, la Tunisie, l'Algérie, même des pays africains comme le Mozambique, des pays d'Amérique latine. Et donc, de ce point de vue-là, assez de pseudo-arguments qui ne tiennent pas du tout. Et là, ce que je souhaiterais, en tant que citoyen, et puis il y a une interprétation antidémocratique de la Constitution. Pourquoi? Parce que le fameux article 17, qui constitue une avancée, certains disent à l'heure actuelle, et notamment le président du CCME, dit que si on voudrait que les Marocains résidant à l'étranger puissent voter à partir des circonscriptions électorales de l'étranger, il faut changer la Constitution. Je trouve que c'est une position antidémocratique et on n'a pas le droit de le faire. Et mon souhait, c'est qu'à l'occasion, par exemple, de l'ouverture solennelle du Parlement, qui a lieu le 2e vendredi de ce mois d'octobre, c'est-à-dire le 10 octobre, ou bien à l'occasion du 6 novembre, c'est un souhait en tant que citoyen. Je souhaiterais vivement que Sa Majesté recadre la chose et que Sa Majesté explicite réellement parce que on a tendance à lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Exactement. Voilà. Et on est là, et en tant que médias en France, pour parler, franc-parler et sans tabou, on est là pour dénoncer toute explication et toute interprétation frauduleuse ou malvenue par rapport au discours de Sa Majesté. Il est en ligne avec nous, Monsieur Henri Fabre, journaliste de la chaîne parlementaire française, qui souhaite vous poser une dernière question parce qu'il est 54. Bonjour Henri. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très très bien. Oui, moi je suis impressionné par les événements actuels, je ne comprends pas bien, je sais que, vous savez, je suis un partisan, je ne suis pas le seul, je suis partisan de ceux qui pensent que la Méditerranée doit être un lieu de rencontre et non pas un lieu de division, de séparation. Et je m'inquiète de ce qui se produit actuellement parce que je vois que tout le monde ne comprend pas très bien ce qui se passe et actuellement, c'est pour ça que je voulais vous poser une question et attendre éventuellement que vous me posiez une question. Je suis journaliste parlementaire. L'Assemblée actuellement, les élus ne comprennent pas bien ce qui se passe. Ils ne le diront pas comme ça, comme moi, parce que... Vous parlez des élus français au niveau du Parlement. Des sénateurs, etc. Français, pardon. Oui. Et ils ne le diront pas comme ça, mais ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un problème qui nous sépare Méditerranée, entre deux parts et d'autres de la Méditerranée? Est-ce que c'est un problème social? Est-ce que c'est un problème religieux? Est-ce que c'est un problème politique? Et ils s'interrogent et ils se disent, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et quand ils posent la question, eux, ils reconnaissent qu'ils savent pas bien. Or, ils sont quand même responsables. C'est une vaste question, Monsieur Fabre, aussi large que la Méditerranée, avec tous les aspects. Et on ne peut pas répondre disons, vous soulevez la Méditerranée, effectivement, c'est une mer, la Mare Nostrum. Oui. Au plan migratoire, elle avait été considérée dans le passé comme un bassin de main-d'œuvre. Oui. Maintenant, vous faites allusion, évidemment, aux problèmes politiques, aux problèmes, aux guerres, oui. à l'instabilité existant dans un certain nombre de pays, oui. Aux problèmes qui n'a pas encore été résolu au niveau du Moyen-Orient, c'est-à-dire la reconnaissance au niveau des Palestiniens, disons, de leur État, etc., oui. etc. Tout cela mériterait une large discussion et que des questions plus précises, plus pointues sur oui. tel ou tel aspect, voilà. Oui, mais je ne peux pas. Votre question, je vous dis, est très large et très vague. Oui. Et ça mériterait effectivement une deuxième émission. C'est que vraiment, je crois que la Méditerranée, on est en train de refaire des bêtises qu'on a faites des siècles avant. La Méditerranée, ça doit nous réunir. Et actuellement, on est en train de, je sais pas ce qui arrive, etc. Autant on avait envie d'aller d'un côté ou envie d'aller de l'autre, maintenant on va empêcher ou gêner ces déplacements qui sont indispensables à l'évolution de la planète. Voilà, mais je vous suis absolument. Sans revenir à l'histoire, il y a des incompréhensions à l'heure actuelle. Il y a également des fermetures
regardez par exemple au niveau de la migration, la politique dominante, c'est la politique de la fermeture au niveau des visas, au niveau de l'immigration légale, alors qu'il y a des demandes normalement au niveau européen, il y a des besoins, et toute la politique qui est menée au niveau de l'Europe, c'est une politique de fermeture, une politique de réadmission, une politique de renvoi. Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous permettez simplement cette remarque. Quand il y a un déplacement de population d'un côté à l'autre d'une frontière réelle, géographique, politique, tout ce que vous voulez, quand il y a des gens qui veulent aller d'un côté, et il faut que de l'autre côté, ils ne soient pas considérés comme des ennemis, des adversaires, des gens dangereux, etc. Et dans les deux sens, bien sûr. Voilà. Et je me dis qu'il y a une politique actuellement d'explication. Pourquoi va-t-on d'un côté par rapport... Avant, c'était pour des raisons économiques, des raisons... Henri, il est c'est l'heure, il est 15h, et je dois laisser l'antenne. Je tiens à remercier infiniment, c'est Abdelkrim Belgendouz. Non, ce n'est pas grave, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine par rapport à d'autres débats, mais certainement on fixera un deuxième rendez-vous avec le professeur Belgendouz, avec un débat de fond sur cette situation entre la France et le Maroc, et notamment les immigrés marocains et les immigrés français dans les deux pays. Bien entendu. Et puis également, on souhaiterait également que les droits des Français au niveau du Maroc soient améliorés. Exactement, même si le nombre est plus réduit. Exactement. Les droits de l'homme sont indissociables, ils doivent être pris en compte partout. Et quand on parle de ces aspects, l'élément humain, c'est le plus important. Merci, c'est Belgendouz. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, info. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc.